Bonjour, je suis Stéphanie Laguinier, la fondatrice de Meredith Santé. C'est une plateforme qui a été créée pour rapprocher les professionnels de santé en établissement et en ville. L'objectif est de recréer du lien au sein d'un même territoire entre différentes spécialités pour mieux communiquer et améliorer les parcours de soins. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez développer votre réseau de professionnels de santé. Et en attendant, je vous souhaite une belle conférence. Bonjour à tous, merci Stéphanie, merci à Meredith Santé. Donc, je vais vous faire une petite présentation donc, sur la conduite à tenir devant une lombo-sciatique. L'idée étant de faire quelque chose surtout de pratique et de concret, autant pour faire ce. Alors, le plan, donc on va avoir un petit peu les indications et puis on parlera un petit peu de la chirurgie conventionnelle et de la chirurgie mini-invasive. Alors, la première étape, c'est de poser le diagnostic. Donc, poser le diagnostic, une lombo-sciatique, donc c'est une douleur lombaire associée à une irradiation au membre inférieur qui traduit une souffrance des racines L5 ou S1. Tout le monde le sait. Dans 90% des cas, la lombo-sciatique est en rapport avec une hernie discale, donc avec le nucleus pulposus qui va s'exclure et venir comprimer à la fois le ligament vertébral commun postérieur et donc générer la douleur lombaire et comprimer la racine, donc générer la douleur sciatique. Les signes fonctionnels, donc on a une douleur qui est soit L5 selon que c'est la racine L5 ou S1, donc L5 avec une topographie plutôt latérale, bord latéral de la malléole et puis le gros orteil. Dans la topographie S1, on a plutôt la face postérieure de cuisse et le bord externe du pied. Le début est classiquement brutal suite à un effort de soulèvement et ça fait habituellement suite à une lombalgie. La douleur d'une lombo-sciatique en rapport avec une hernie discale est classiquement impulsive, c'est-à-dire qu'elle est aggravée par les efforts de toux, la défécation, les éternuements. C'est un critère qui est relativement important. Cette douleur est habituellement aggravée par les efforts et plutôt calmée par le repos. On peut avoir aussi une petite zone d'hypoesthésie qui n'a pas de critère de gravité. L'examen clinique, alors vous connaissez tout ça. On recherche donc un signe de la SEG en rapport avec la radiculalgie, donc qui est la reproduction de la douleur pour un angle inférieur à 80 degrés. On va avoir en rapport avec la lombalgie une raideur rachidienne et éventuellement une attitude en inflexion latérale. Tout ça, ce sont des choses qui paraissent évidentes puisque 90% des lombo-sciatiques sont dus à une hernie discale. On sait aussi que 24% des gens qui n'ont aucune douleur sont porteurs d'hernie discale. Donc, en fait, tout le problème, c'est ces 10% de gens qui ont une sciatique qui n'est pas en rapport avec une hernie discale. Ce n'est pas parce qu'on a une douleur et une hernie discale que les deux sont forcément en rapport. Donc, l'importance du signe de la SEG, qu'on retrouve dans 83% des cas donc, de lombo-sciatique en rapport avec une hernie discale, et de l'impulsivité de la douleur. Ce sont des signes qui sont vraiment à rechercher parce qu'ils sont assez spécifiques. Dans le moindre doute, on conseille de faire un électromyogramme. En pratique, moi, quand j'ai un patient que je dois opérer, je cherche les trois critères, le signe de la SEG, l'impulsivité de la douleur et l'amélioration après l'infiltration. Si j'en ai aucun des trois, je vais faire un électromyogramme avant d'aller à la chirurgie, même s'il y a une authentique hernie discale sur l'imagerie. Donc, en fait, poser le diagnostic, on sait tous le faire. Le but, c'est surtout d'éliminer les autres diagnostics. Ça peut être d'autres atteintes rhumatologiques. Donc, par exemple, la sacroïléite. Alors, il y a des petites choses qui vont nous orienter. Il y a une douleur classiquement au retournement dans le lit. On peut rechercher les manœuvres de provocation, donc l'appui sur la sacro-iliaque en abduction de la cuisse, l'abduction de la cuisse forcée avec le genou plié. Si on suspecte une sacroïléite, on peut demander une imagerie, donc une IRM, mais qui peut être normale alors qu'il peut y avoir une authentique sacroïléite. Donc, si on a un doute, on fait une infiltration et on prescrit de la kinésithérapie. On peut avoir un syndrome du piriforme. Alors, classiquement, on dit que ça donne une sciatique tronquée à la fesse. Vous savez que la douleur prédomine au niveau de la fesse, mais on peut avoir des sciatiques qui descendent jusque dans le pied en rapport avec un piriforme. La douleur est classiquement aggravée par la position assise puisque le piriforme va être en ventre. À l'examen clinique, donc lorsque le patient est sur le ventre, on va avoir une douleur à la palpation du piriforme qui reproduit la douleur ressentie par le patient. On peut même sentir une contracture musculaire. Il n'y a pas trop d'imagerie, c'est plus un diagnostic clinique et le traitement sera pareil, l'infiltration et la kiné. On peut avoir une tendinite du moyen fessier. Alors là, c'est des patients qui ont une douleur qui est plutôt face latérale de cuisse et quand on palpe en sous et rétro-antrocantaire, on va reproduire la douleur. C'est plutôt une échographie qu'on fait dans ces cas-là qui va poser le diagnostic de tendinite et on peut proposer une infiltration écho-guidée et également donc, de la kiné. Donc, il faut penser à toutes ces atteintes, il y en a bien d'autres également.
Et puis, il y a toutes les autres pathologies un petit peu plus graves, dans ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges. Alors, en faveur d'un cancer, bon, il y a l'âge supérieur à 50 ans, ce n'est pas très spécifique puisque on peut avoir des hernies discales au-delà de 50 ans. Le patient qui a un antécédent de cancer, faut vraiment, là, il y a les warnings qui s'allument, mais il faut vraiment faire attention. La perte de poids inexpliquée, enfin, globalement, l'altération de l'état général avec l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement, il faut penser donc en fait à une sciatique qui sera en rapport avec une métastase vertébrale. L'absence d'amélioration après un mois de traitement médical, on va le revoir plus tard. En faveur d'une infection, alors il y a bien sûr les antécédents d'immunodépression, donc on va y penser devant un patient HIV. Il faut aussi y penser chez un patient qui a une corticothérapie au long cours ou chez un patient sous immunosuppresseur, par exemple pour une greffe rénale ou autre. Bon, chez un patient qui utilise des drogues intraveineuses, quand il y a des antécédents d'infection, bien évidemment. Quand il y a de la fièvre, donc une lombocytique avec une fièvre, on ne va pas penser à une hernie discale en premier. Quand la douleur est inflammatoire, donc la douleur qui prédomine la nuit, non calmée par le repos, alors on peut le voir dans des sciatiques par hernie discale, mais il faut quand même être un petit peu plus précautionneux. En faveur d'une fracture, bon, bien entendu, il y a l'antécédent de traumatisme du rachis. Là, on y pense assez aisément. Il faut aussi faire attention devant un patient qui a une corticothérapie au long cours et qui peut avoir une ostéoporose induite par la corticothérapie. Et chez un patient qui a plus de 70 ans, la sciatique en rapport avec une hernie discale, c'est quand même pas la première étiologie. Donc, une fois qu'on a éliminé tous ces diagnostics-là, on dit qu'on est en face d'une sciatique classique par hernie discale. On va faire une prise en charge médicale. Donc, c'est un traitement médical, donc des antalgiques. Alors, on va du paracétamol jusqu'à la morphine en fonction des besoins. On propose des anti-inflammatoires, bon, sauf en période de Covid, bien évidemment. Les corticoïdes n'ont pas vraiment leur place dans la sciatique par hernie discale. On peut proposer des myorelaxants, donc les myorelaxants classiques, du Mirelax, du colchicosine, Murel. Ne pas hésiter, nous on met aussi de temps en temps des benzodiazépines, notamment du Tranxène, pour son effet myorelaxant, donc on avait autrefois avec le Mulastan. Et puis notamment chez des patients assez anxieux, ça fait une détente globale. On propose un arrêt de travail en fonction de la profession du patient et de ses besoins. En cas d'inefficacité ou en tout cas de patient qui reste très douloureux malgré ce traitement-là, on peut proposer des infiltrations. Alors, on a plutôt tendance à proposer des infiltrations radioguidées, donc plutôt épidurales. Les infiltrations foraminales sont plus ou moins contre-indiquées parce que trop risquées. Et chez un patient qui a déjà été opéré du rachis, on ne peut plus faire d'infiltration épidurale. Donc, on peut, en dernier lieu, faire des infiltrations du hiatus prococcygien, toujours en radioguidée. Avec ce traitement médical, 85% des patients sont soulagés après 6 semaines et 70% au bout de 4 semaines. Donc, en fait, le principe, c'est de dire aux patients, voilà, vous avez une sciatique, qui est des plus banales, on fait un traitement médical et il y a toutes les chances que ça passe tout seul. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé d'imagerie parce que dans la sciatique classique, il n'y a pas besoin de faire une imagerie en urgence. Le problème de l'imagerie faite de manière un peu systématique, c'est que d'une part, on peut avoir des hernies discales, mais qui n'expliquent pas la symptomatologie. Et puis, c'est très compliqué parce qu'on a des patients après qui deviennent malades de leurs images. On a un compte rendu très touffu qui dit qu'il y a de multiples discopathies dégénératives. Pour un peu que le radiologue soit un peu zélé et dise au patient de 30 ans, vous avez un dos de quelqu'un de 80 ans. Et le patient est plus malade qu'avant son imagerie. On a forcément des altérations et c'est un orthopédiste de Bordeaux qui disait ça n'a pas plus de signification pathologique que les rides au visage. Il y a un vieillissement de la colonne comme il y a un vieillissement global, mais ça n'est pas forcément pathologique. Au-delà de 80 ans, on sait que 100% des gens ont un canal lombaire étroit selon les dimensions radiologiques. Ça donne effectivement ce genre de patient qu'on voit tous. Je viens vous voir parce que j'ai une hernie discale. Et alors, est-ce que vous avez des douleurs et quelles sont les douleurs? Par ailleurs, il n'y a pas de parallélisme entre la taille de la hernie discale et la clinique. C'est-à-dire qu'on voit des fois des gens qui sont inquiets parce qu'ils ont une grosse hernie discale. Il y a des grosses hernies discales qui vont passer toutes seules et des petites qu'il va falloir opérer. Donc, en pratique, la place de l'imagerie, on va la faire d'emblée si on doit éliminer un diagnostic différentiel. Là, on n'attend pas les 4 à 6 mois. On va les faire si on veut prescrire une infiltration, puisqu'il faut savoir à quel niveau on va faire l'infiltration. Et on les fait en préopératoire. Quel type d'imagerie? La première imagerie a priori à prescrire, c'est l'IRM, parce que c'est celle qui rapporte le plus d'éléments. On fera un scanner si l'IRM est contre-indiqué.
Les radios standards, en fait, elles n'ont pas d'intérêt parce qu'elles vont montrer une discopathie, mais elles ne permettront pas de voir s'il y a une hernie discale ou pas. Donc, elles n'ont pas vraiment d'intérêt dans une bombe sciatique en première intention. Nous, on va les faire quand on a un doute sur une instabilité, bien entendu, s'il y a un doute sur une fracture. Mais voilà, ce n'est pas l'imagerie de base de la lombosciatique. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, quelles sont les indications chirurgicales? Les indications chirurgicales, donc, en urgence, c'est le syndrome de la queue de cheval, donc défini par des troubles mictionnels et une hypoesthésie du périnée. Paradoxalement, il faut vraiment le rechercher à l'interrogatoire. Les gens ne vont pas forcément dire eux-mêmes qu'ils ont des troubles mictionnels. En plus, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un fragment qui s'exclut, qui va venir comprimer les racines de la queue de cheval. Et comme il s'exclut, souvent, il y a le ligament vertébral commun postérieur qui se déchire, ce qui fait que assez fréquemment, les gens sont soulagés, ils ont moins de douleur, mais il y a les troubles mictionnels qui se sont installés. Donc, il faut vraiment aller à la pêche, leur dire, est-ce que vous n'avez pas de problème pour uriner? Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Est-ce que vous sentez bien les urines passer? Voilà, est-ce que vous sentez bien le papier quand vous essuyez? Enfin, voilà, j'ai vu des gens en fait qui ne le disaient pas et c'est en creusant qu'ils le disaient. Quand il y a un syndrome de la queue de cheval, l'indication chirurgicale, elle est urgente. C'est-à-dire que c'est le jour même. Si on voit à 20h, c'est le lendemain matin à 8h. C'est vraiment une indication chirurgicale très, très rapide parce que les racines de la queue de cheval sont très fragiles et donc les chances de récupération sont faibles. On recherche également un déficit moteur. Donc là, c'est une image tout à fait typique de patients qui peuvent avoir un syndrome de la queue de cheval avec un gros fragment hernière, avec un fragment exclu. Donc, on recherche un déficit moteur, donc avec la cotation classique. Alors, le petit déficit moteur, on ne va pas s'affoler. Et puis, ça dépend un petit peu donc, de l'importance du déficit et de l'ancienneté du déficit. Et l'autre indication chirurgicale, donc, ça va être l'échec du traitement médical bien contenu. Comme on a 85% des patients qui vont voir leur douleur disparaître spontanément, ben, il reste 15% des patients chez qui il va falloir proposer une chirurgie puisqu'ils vont avoir une persistance de la douleur. Alors, on a deux types de chirurgie. On va commencer par la chirurgie conventionnelle avec la description technique. Donc, la voie d'abord, ce qu'on appelle une voie d'abord intermyolanaire, où on passe dans l'espace intermyolanaire. Le patient est en génupectoral, ce qui permet d'élargir au maximum l'espace. On fait un repérage radio pour repérer le niveau où opérer. Et donc, on fait une incision. Donc là, l'incision est ici. Alors là, sur cette coupe, on voit bien en fait les différents plans. Donc, on a la graisse sous-cutanée, la peau névreuse, là, qu'on aperçoit en blanc nacré, le tissu musculaire, donc que l'on récline pour arriver au niveau des lames, au niveau du os. Alors, ça, c'est un petit film. Voilà, donc là, on est sous microscope. Hein, donc, c'est pour ça que les mouvements paraissent des fois un petit peu brutaux. Donc, on aperçoit ici le fourreau dural, ici la racine. Donc, ça, c'est l'aspirateur. Et on voit donc des plexus veineux qui saignent de manière ici assez importante. Là, on est en fait au niveau L4-L5 ou L5-S1. La moelle s'arrête au niveau du plateau supérieur de L1. Donc là où on est, il n'y a pas de moelle. Il n'y a que les racines de la queue de cheval. C'est pour ça qu'on peut se permettre de récliner le fourreau dural sans risque. Le fait de cette réaction inflammatoire, c'est quelque chose qui illustre bien que dans la physiopathologie de la lombosciatique, il y a la compression mécanique, c'est-à-dire la hernie discale qui appuie sur la racine, mais il y a également la réaction inflammatoire. C'est-à-dire qu'il y a un bout de disque qui n'est pas à l'endroit où il devrait être. Donc, il y a une réaction inflammatoire du corps pour résorber ce morceau de disque. Et cette réaction inflammatoire est elle-même génératrice de douleur, d'où l'efficacité des anti-inflammatoires et des infiltrations radioguidées. Donc là, on a la ligne médiane qui est ici, la lame supérieure qui est ici, la lame inférieure qui est ici, mais l'espace a été pas mal élargi. Et on va voir, une fois qu'on a bien libéré, là, on va enlever donc la hernie discale. Alors, le ligament vertébral commun postérieur est virtuel. Et là, on a le fragment discal donc, qui va venir. Alors, c'est en plus un cas où il y avait un fragment discal relativement volumineux qui illustre bien quand même l'effet mécanique de la compression. Donc, on enlève le morceau de disque qui déborde, qui sort du disque, et on fait également un curetage discal. On enlève la partie du disque quand même qui vient facilement pour éviter la récidive précoce. Et là, on voit notre fourreau dural qui est bien libre et qui va. Le post-opératoire. Alors, le plus souvent, les patients rentrent à J0, donc le jour de l'intervention. On essaye de faire en sorte qu'ils voient le kiné pour avoir les premiers conseils. Ils ont leur bloc donc le premier jour et on essaye de faire le premier levé le premier jour post-opératoire à J0.
La sortie se fait à J1 ou J2 et après, ils ont un mois de convalescence. On fait donc une prise en charge qui est assez rapide parce qu'ils sont dans le protocole de réhabilitation rapide après chirurgie. On s'aperçoit que plus on les fait rester le moins longtemps possible à l'hôpital et meilleure est la récupération. Pendant le mois de convalescence, on leur explique que c'est du repos. Pas de sport à part la marche. Donc la marche, il n'y a aucune limite. Ils peuvent marcher autant qu'ils veulent à partir du moment où ça ne déclenche pas la douleur. De la même façon, la position assise n'est pas contre-indiquée. On les laisse s'asseoir en fonction de la douleur. Et dès qu'ils ont mal, ils doivent changer de position. En pratique, c'est ce qu'on leur dit, vous n'allez pas passer 6 heures assis parce que c'est la position assise qui est la plus difficile. Effectivement, l'époque où les gens passaient un mois allongés est complètement révolue. On leur dit d'éviter au maximum la voiture pendant les 3 premières semaines parce qu'il y a la position assise prolongée qui est quand même un petit peu difficile à gérer. On les revoit en consulte de contrôle à un mois post-opératoire, on vérifie la cicatrice, on leur donne l'ordonnance de kiné, donc en insistant bien sur le protocole de kiné en post-opératoire avec donc, tout le renforcement musculaire, abdominal et paravertébral et tout l'apprentissage de l'hygiène posturale. Pour la reprise du sport, on autorise la reprise des sports doux, donc natation et vélo, à un mois post-opératoire. Tous les autres sports à 3 mois post-opératoire. Dans notre équipe, on ne contre-indique aucun sport, pour que ce soit la course à pied, que ce soit le tennis, à partir du moment où ils ont bien fait la kiné et où ils ont un bon gainage abdominal, et à partir du moment où ils ne déclenchent pas des douleurs à chaque fois qu'ils sont en train de faire ce sport-là. Au bout d'un mois, on propose la reprise du travail en fonction du patient, en fonction du travail également. Alors, de manière indicative, sur la HAS a édité les durées d'arrêt de travail indicatives. Donc, pour un travail sédentaire, c'est 28 jours. En pratique, il y a quand même peu de patients qui reprennent le travail à 28 jours. Travail physique léger, donc 42 jours. Travail physique modéré, 56 jours. Et travail physique lourd, 119 jours. Là, on est quand même sur des durées assez longues. En pratique, les gens reprennent plutôt à 6 semaines, 2 mois. Alors, les risques de la chirurgie. Toute chirurgie, il y a toujours des risques. C'est ce qu'on leur explique. La mortalité est très faible. La morbidité, c'est moins de 1%. Alors, on peut avoir une décompression radiculaire incomplète. On va y revenir. Comme toute chirurgie, il y a un risque d'infection. C'est moins de 1%. Le risque de brèche de Durmer est très faible, avec le risque de fistule de LCR. Mais c'est quelque chose de très faible sur une première intervention. C'est beaucoup plus fréquent quand on opère une récidive. La récidive, donc le taux de récidive, c'est 4% sur 10 ans, sachant qu'habituellement, quand il y a une récidive, c'est dans les 2 premières années. La lésion nerveuse, c'est-à-dire la lésion de la racine, est exceptionnelle. Voilà, avec les techniques habituelles. Maintenant que l'on utilise la microchirurgie, c'est quelque chose de vraiment devenu très, très exceptionnel. On peut avoir des compressions nerveuses liées à la position opératoire, puisque le patient est en génie pectoral, et le risque de flévite, comme toute chirurgie. Donc, le message, c'est de leur dire, il n'y a pas de chirurgie sans risque. Donc, oui, il y a des risques comme toute chirurgie. Après, quand on prend la voiture, on peut avoir un accident de la route. Bien leur préciser que là où on opère, il n'y a pas de moite. En général, quelque chose qui les soulage énormément, c'est le risque, la crainte du fauteuil roulant. L'efficacité de la chirurgie, un petit peu de biblio quand même. Sur la sciatique déficitaire, alors, dans cet article, c'est vraiment l'importance du déficit qui joue. Quand on a un déficit modéré, la récupération est de 84%, surtout si le déficit est inférieur à 3 mois, s'il est récent. Quand le déficit est sévère, la récupération tombe à 61%, et si le déficit est inférieur à 1 mois. Et quand le déficit est très sévère, on n'a pas de corrélation. Bon, c'est du bon sens. Plus le déficit est léger et plus il est récent, plus les chances de récupération sont bonnes. Donc, effectivement, il ne faut pas trop tarder à opérer. Sur l'efficacité dans la douleur. Alors, c'est extrêmement compliqué, paradoxalement, d'avoir des études vraiment cohérentes. Là, c'est une étude qui porte sur 466 patients, mais qui étaient déjà dans des centres qu'ils appellent de seconde care, donc vraiment de deuxième chance. 126 patients ont été opérés, mais ils avaient une clinique plus sévère. À 12 mois, ils ont quand même un meilleur devenir en termes de douleur articulaire. Mais pour la lombalgie et puis les autres indices, c'est pas très, très clair. Là, c'est une étude prospective sur 2 ans, 466 patients quand même, une belle étude. Les facteurs associés à un mauvais pronostic, c'est la durée de la sciatique supérieure à 3 mois. Et les patients sont quand même légèrement mieux après chirurgie. Mais toujours pareil, ça concerne des patients qui sont avec des symptômes sévères dans des centres de deuxième intention. Dans cette étude de 2001, la chirurgie est quand même supérieure au traitement médical, même à 50 suivis, avec 70% des patients qui rapportent une amélioration contre 56% des non-opérés.
Et les patients satisfaits de leur état sont 63% des opérés contre 46% des non-opérés. Donc là, on a quand même des arguments un petit peu plus forts. Étude de Weinstein de 2006, c'est une cohorte de 743 patients qui montre aussi des meilleurs résultats pour la chirurgie. Et dernière étude là, de 2007, ce qui est intéressant, c'est que c'est une Cochrane, donc ça a revu quand même pas mal d'études. La récupération est plus rapide avec chirurgie qu'avec traitement conservateur. Alors, maintenant quelques mots de la chirurgie mini-invasive. En fait, la chirurgie conventionnelle marche bien, elle a des bons résultats, mais elle a des inconvénients. Le principal inconvénient, ce sont les lombalgies post-opératoires. Il y a plusieurs études qui montrent donc qu'il y a des élévations des enzymes CPKMM, donc des enzymes musculaires, qui sont proportionnelles à la force et à la durée de l'écartement. C'est vraiment cette phase d'écartement musculaire pour accéder aux lames qui crée des lombalgies parce que ça crée en fait des mini-ischémies musculaires. Sur les IRM post-opératoires, on voit des altérations musculaires. C'est corrélé avec la lombalgie post-opératoire. Voilà, il y a même des études qui montrent que la pression engendrée va être responsable d'une ischémie musculaire et même d'une dénervation. D'où l'idée de développer des techniques mini-invasives. Alors, la technique mini-invasive, le but, ça va être de repérer l'étage grâce à une broche guide. On met des dilatateurs qui vont écarter les fibres musculaires et ensuite, on va travailler à travers un tube de travail qui fait 18 mm. La technique chirurgicale va être la même, mais c'est la voie d'abord qui diffère. Alors, je vais essayer de vous mettre le petit film. Alors, j'ai le petit film qui ne fonctionne pas. Bon, je suis désolée, le film ne fonctionne pas. Donc, le principe, en fait, c'est, je vais repartir là-dessus. Donc, on met des tubes, en fait, qui sont de diamètre croissant, qui vont écarter les fibres musculaires. Et sur ces tubes, on va aller poser l'écarteur tubulaire. Après, on enlève les tubes et l'écarteur tubulaire donc, est relié à un bras. En fait, le principe, c'est d'écarter les fibres musculaires et de ne pas les désinsérer. Et quand on enlève notre petit écarteur, on voit vraiment les fibres musculaires qui reprennent leur place. Donc, il y a beaucoup moins de dégâts au niveau musculaire. Après, la chirurgie en elle-même, c'est exactement la même. C'est la même technique que l'on applique. Les avantages de cette technique, alors, ça réduit la taille de l'incision. C'est plutôt esthétique. Voilà, on a une incision qui fait la taille d'un doigt. Mais c'est surtout la réduction des lésions tussilaires qui est intéressante. Donc, il y a plusieurs études qui montrent une épargne musculaire. Donc, quand on compare le signal IRM des patients opérés en mini-invasif, on voit qu'il y a moins de souffrance musculaire. Il y a moins d'irritation radiculaire lors des EMG péropératoires. Et pareil, si on mesure les paramètres biomécaniques, on s'aperçoit qu'il y a moins de perturbations, moins de souffrance musculaire. Du coup, bien entendu, la période d'incapacité post-opératoire est réduite. Les patients utilisent moins d'antalgiques. Ça permet également de diminuer le risque infectieux. Le risque infectieux, il est lié donc à la contamination par les germes de la peau. Si on diminue la taille de l'incision, statistiquement, on diminue le risque infectieux. La durée d'hospitalisation est donc plus courte chez les patients opérés en mini-invasif, avec une durée moyenne de séjour aux alentours de 48 heures. Un retour au travail plus rapide, donc en moyenne 17 jours. Alors, cette étude, sur les avantages à long terme, c'est un petit peu plus compliqué de prononcer. Et sur cette étude-là, en double aveugle, donc à 5 ans, il n'y avait pas de différence significative dans la douleur radiculaire et dans la douleur lombaire, pas de différence significative dans le taux de récidive. Donc, sur cette étude, on peut dire c'est au moins mieux à court terme. On n'a pas forcément de différence à long terme. Mais en tout cas, on n'a pas plus de récidive, ce qui est déjà intéressant. Donc, les résultats sont au moins comparables aux techniques classiques. Et là, sur cette étude, sur le devenir à 10 ans, là, on s'aperçoit que 79% des patients ont un résultat excellent, 3,5% des patients ont nécessité une intervention pour récidive, donc on est dans les mêmes stats, et 67% des patients ont pu conserver leur activité préopératoire. Donc là, les résultats sont même meilleurs que ceux obtenus dans l'épisectomie standard. Après, sur le plan physiologique, on a une épargne musculaire au niveau de la musculature postérieure. Donc, logiquement, les patients vont avoir une meilleure ceinture paravertébrale, et c'est ça qui permet de protéger les disques adjacents. Donc, on peut imaginer qu'ils vont avoir moins de lombalgie et moins de récidive puisqu'ils auront une ceinture vertébrale naturelle qui sera a priori de meilleure qualité. Les indications et les contre-indications. Alors, les indications des chirurgiens mini-invasifs, ce sont les mêmes indications que la chirurgie standard. On ne va pas élargir les indications sous prétexte que la technique est moins invasive. C'est bien entendu, préférentiellement, ce qu'on va proposer, c'est les patients jeunes et c'est les patients sportifs. Paradoxalement, c'est aussi très intéressant, c'est les patients en surpoids. Parce qu'en fait, quand les patients sont en surpoids, comme ils sont plus gros, on est obligé d'élargir l'incision pour arriver à avoir de la lumière qui va jusqu'en profondeur.
Là, chez le patient en surpoids, on garde la même taille d'incision. Donc, on diminue de manière très significative le taux d'infection chez des patients qui ont un taux d'infection plus important puisqu'ils sont en surpoids. Les contre-indications, alors, enfin relatives, quand on a une hernie médiane et une radiculalgie bilatérale, comme il va falloir aborder des deux côtés, c'est logique de faire une incision médiane. Quand on a un canal arthrosique sténosé, on préfère faire un abord standard parce qu'avec une technique mini-invasive, on n'est pas bien et on risque du coup de décomprimer de manière incomplète. Dans les cas de récidive, la chirurgie est quand même très compliquée, il y a pas mal d'adhérences, donc on préfère faire en chirurgie standard à ciel ouvert, donc il reste quand même de la microchirurgie avec des loupes ou des microscopes. En conclusion, donc sur ces techniques par voie mini-invasive, on a un retour au travail plus précoce, une utilisation moins importante d'analgésiques. Elles sont au moins aussi efficaces, voire légèrement supérieures. Donc, il faut les privilégier quand on peut les mettre en place. Alors, là, j'ai fait quelques diapos, je ne savais pas où mettre, donc j'ai mis un bonus, sur les suites de la chirurgie, parce que je trouve qu'en pratique courante, c'est un vrai problème. Donc, on a le patient chez qui tout va bien. Il est content, il n'a plus de douleur, il reprend le travail, c'est le patient qu'on adore et qui est vraiment flatteur. On a le patient qui dit tout va bien, mais une semaine, 15 jours, 3 semaines après l'intervention, il décrit la réapparition d'une radiculalgie. Moins importante qu'avant l'intervention, mais qui revient quand même. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, moi, je les préviens même en préopératoire, c'est relativement fréquent. C'est quasiment 25 à 50% des patients opérés. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on opère, on enlève la hernie. Donc, on lève la compression. Donc, il y a un effet d'amélioration clinique immédiate. Mais en opérant, on crée une inflammation supplémentaire. Ce qui fait que souvent, une semaine ou 2 semaines après, la douleur réapparaît sur cette inflammation. C'est là où les anti-inflammatoires, quand on peut les utiliser, sont assez efficaces. Donc, on les rassure, on fait une petite cure d'anti-inflammatoire pendant 10-15 jours et en général, ça rentre dans l'ordre à un mois post-opératoire. On a la vraie récidive. Alors, la vraie récidive, déjà, elle nécessite un intervalle libre. C'est-à-dire que le patient allait mieux et secondairement, il a réinstallé une douleur. Donc, statistiquement, c'est 4% sur 10 ans. Le problème des récidives, c'est qu'au bout de 2 récidives, on se pose la question quand même de faire une arthrodèse, de fusionner les vertèbres, parce qu'on ne peut pas les réopérer non plus vitam aeternam. Le problème des récidives, c'est l'interprétation d'IRM post-opératoire qui est extrêmement compliquée. Alors déjà, là, ce n'est pas de scanner, c'est forcément une IRM, et il faut une IRM avec injection de produit de contraste. Là, typiquement, une IRM post-opératoire, quand on voit ça, on se dit, bon, il y a peut-être un petit quelque chose là qui vient coincer la racine à droite. Quand on injecte avec le gadolinium, on s'aperçoit qu'en fait, cette partie-là prend le contraste. La zone qui prend le contraste, en fait, ça correspond à la cicatrice, ça correspond à la fameuse fibrose. Alors, pareil, on a beaucoup évolué sur la notion de fibrose. Il faut expliquer aux patients, de la même façon qu'il y a une cicatrice sur le dos, il y a une cicatrice à l'intérieur, il y a une fibrose. Mais a priori, la fibrose ne fait pas mal en elle-même. Soit il y a une récidive, soit il y a une douleur neuropathique. Donc là, typiquement, a priori, il n'y a pas de récidive, c'est une cicatrice post-opératoire classique. Là, chez ce patient-là, donc on voit cette image-là sans gadolinium. Vous voyez, là, on a cette image-là. On se dit, oh, on ne sait pas trop, mais quand même, ça pourrait ressembler à une récidive. Et là, quand on injecte, alors on voit effectivement qu'il y a une prise de contraste, donc il y a une part de fibrose, mais il y a une vraie récidive d'hernie discale. Donc là, c'est une vraie récidive d'hernie discale. Et là, avec en plus l'injection, nous, on peut savoir où est la récidive par rapport au tissu cicatriciel. Soit il y a les patients qui disent, j'ai été opéré, aucune amélioration. Alors, ça peut être une erreur d'étage. Maintenant, on fait des radios péropératoires, donc c'est quelque chose qui n'arrive plus. Ça peut être une erreur d'indication, donc un problème de diagnostic différentiel. Ces fameux patients qui avaient une douleur, qui avaient une hernie discale, mais en fait, ce n'était pas en rapport et c'était autre chose. D'où l'intérêt, bien entendu, de rechercher les diagnostics différentiels. Donc, l'importance du signe de la SEC, de l'impulsivité pour tous ces patients chez qui il y a une hernie discale, mais qui n'est pas responsable de la douleur. Et puis, il y a les patients qui disent, la douleur est un petit peu améliorée, mais je garde quand même des douleurs dans ma jambe. Et là, on peut imaginer que c'est qu'on a peut-être trop attendu et qu'il y a une part de douleur neuropathique. Alors, il y a ce score qui a été établi qui s'appelle le score DN4. Donc, on interroge le patient concernant sa douleur. On lui demande s'il y a des brûlures, des sensations de froid douloureux, des décharges électriques. S'il a dans la zone douloureuse des fourmillements, des picotements, des engourdissements, des démangeaisons. Si la douleur est dans un territoire où il y a une hypoesthésie au tact ou la piqûre, et si la douleur est aggravée par le frottement, ça c'est un très bon signe de douleur neuropathique. On établit un score et on sait que quand on a plus de 4 sur 10, a priori c'est un bon argument pour penser que c'est une douleur neuropathique.
Et dans la douleur neuropathique, alors on pourra se poser la question en dernier lieu de la stimulation médulaire. Donc c'est en fait le nerf, il a été comprimé, on a levé la compression donc il n'est plus comprimé, mais il a été abîmé tellement il était comprimé. Et là il fait mal parce qu'il est abîmé alors qu'il n'est plus comprimé. D'où l'intérêt de ne pas trop attendre. Il ne faut pas se précipiter pour opérer parce que dans la majorité des cas, on voit ça passe tout seul, mais il ne faut pas non plus trop attendre. Plus la sciatique évolue longtemps, et bien entendu, plus le risque de douleur neuropathique séquelaire est important. Et après, ce sont des douleurs à vie qui sont quand même très compliquées à gérer. Là, c'est l'étude d'un neurologue avec lequel on travaille et qui travaille beaucoup sur des douleurs neuropathiques. Il a repris une population donc, de 4483 patients. Alors, c'était vraiment les critères, voilà, la compression uniradiculaire sur une hernie discale, sans spondylodysthesis classique. Il s'est aperçu que si la contrainte radiculaire est levée avant 132 jours, le risque de douleur séquelaire, c'est 2,81%. Et au-delà, c'est 5,38%. Donc, au-delà de 4 mois et demi, le risque de douleur neuropathique est multiplié par 2. Donc, voilà, on voit des fois des patients qui disent « je ne veux pas me faire opérer, je ne veux pas me faire opérer ». Il faut aussi les rassurer et leur dire qu'il faut aussi passer à la chirurgie quand c'est nécessaire. Autre suite qui malheureusement arrive de manière non exceptionnelle, ce sont les lombalgies résiduelles. Donc, le patient vous dit « la douleur dans la jambe, c'est parfait, j'en ai plus, mais je garde des douleurs lombaires ». Donc là, on se repose beaucoup sur les kinés en leur expliquant qu'il faut vraiment faire du renforcement musculaire, du renforcement abdominal, travailler l'éducation posturale, parce que c'est souvent des gens qui n'ont aucune hygiène posturale. On a bien vérifié en préopératoire, bien entendu, que la douleur radiculaire était prédominante par rapport à la lombalgie. On sait que la chirurgie de la hernie discale, elle est efficace sur la douleur radiculaire, elle est peu efficace sur la douleur lombaire. Après, on a les authentiques lombalgies post-disectomie quand il y a une inflammation au niveau du disque, et c'est les cas où on proposera des arthrodèses, mais vraiment en dernier recours. Donc, si on essaye de faire un petit peu un schéma de conclusion, quand on est devant une lombosciatique, alors déjà, on va distinguer la lombosciatique typique, donc en se reportant sur des signes cliniques que sont l'impulsivité, le signe de la selle. Là, on a une lombosciatique typique. Pardon. On va rechercher les signes de gravité. Donc, on recherche des arguments en faveur d'un syndrome de la queue de cheval et on recherche un déficit moteur. Si on a un signe de gravité, on fait une imagerie en urgence et on va proposer une chirurgie en urgence. Si on n'a pas de signe de gravité, on propose un traitement médical, donc sans faire une imagerie au préalable. Et là, il y a 3 cas de figure. Dans 85% des cas, la douleur va disparaître en 6 semaines. Dans certains cas, les gens, malgré le traitement médical, restent très douloureux. Donc, on va leur proposer des infiltrations. Donc là, on n'attend pas les 6 semaines. C'est-à-dire, quand on est au max du traitement médical et que les gens vous disent non, j'en peux plus, c'est pas possible, on va faire une imagerie pour pouvoir proposer une infiltration radioguidée à l'endroit où se trouve la hernie. Et puis, il reste ces patients chez qui la douleur persiste au-delà de 6 semaines. Donc là, on fera une imagerie dans l'idée de proposer une chirurgie. Si on revient sur la lombosciatique atypique, donc celle où il n'y a pas d'impulsivité, pas de site de la SEG, on va rechercher donc les autres pathologies rhumatismales, donc à l'interrogatoire, à l'examen clinique, et on va surtout rechercher nos drapeaux rouges, je ne vais pas reprendre dans le détail. Voilà, au moindre doute, là, bien entendu, on fait d'emblée l'imagerie ou le bilan biologique en fonction de ce qu'on recherche. Voilà, si on cherche une métastase vertébrale, on va faire l'imagerie. Si on cherche une pathologie rhumatismale, on fera éventuellement des bilans biologiques. Si on a une infection, on fera un bilan biologique aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les schémas de conduite à tenir sur Meredith Santé en fiche pratique téléchargeable si c'est intéressant pour vous de les avoir sous la main régulièrement. Merci beaucoup, Dr Parado. S'il y a des questions qui vous viennent après la présentation, n'hésitez pas à contacter directement le Dr Parado sur Meredith Santé. Elle pourra répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre initiative qui permet voilà, une formation dans des conditions très confortables pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. On vous souhaite une belle soirée.